J'ai bénéficié durant ma carrière d'un privilège qui, je pense, n'est pas très répandu, qui est d'avoir une entreprise avec un climat particulier, climat d'ouverture, de participation, climat de confiance, climat de camaraderie, d'amitié. J'ai préparé les arts à l'école supérieure de Nogent-sur-Marne, où la préparation se faisait en plusieurs années. Et pour voir comment cela se passait, je me suis présenté alors que je n'avais pas fini la préparation, il me manquait une année. C'était juste pour voir. En réalité, les portes se sont fermées derrière moi puisque je suis rentré avant-dernier. J'étais passionné par la mécanique puisque c'est pour ça que j'avais choisi l'école. Et ensuite, j'ai pu faire l'école supérieure d'optique en une seule année alors que le programme en prévoyait deux parce que j'avais eu le diplôme des arts et métiers. J'ai donc gagné d'emblée 2 ans, ce qui m'a permis d'entrer à la Société des Lunetiers en étant très jeune. Alors il est assez difficile de resituer de façon précise le point de départ d'une idée, mais en réalité, quand j'y réfléchis, je vois plusieurs éléments qui ont convergé à la naissance de l'idée. Probablement, le premier élément a été la réflexion d'un professeur de l'Institut d'optique qui, ayant à chausser ses doubles foyers, s'est déclaré gêné par la petite fenêtre centrale qui lui permettait de voir de près. Quand j'ai réalisé que l'on compensait ce défaut d'accommodation par une lentille qui présente une petite fenêtre au centre qui est particulièrement gênante au point de vue champ visuel, l'idée est venue à ce moment-là, effectivement, de recourir à une surface plus complexe dont la puissance varierait de haut en bas, de telle façon que cet apport de puissance puisse compenser le défaut d'accommodation qui se révèle avec l'âge. À partir de l'idée, il y a tout un travail qui a dû être développé, en particulier pour imaginer, dessiner et réaliser les machines qui ont permis de faire ces surfaces. Parce qu'il faut dire que pour que le verre ait les caractéristiques que l'on lui demande, c'est-à-dire une puissance qui varie d'une certaine valeur pour la vision de loin, une puissance plus forte pour la vision de près, il faut faire appel à des surfaces qui n'existent pas. Et les machines que l'on connaissait en optique ne permettaient pas de faire de telles surfaces. Il a donc fallu imaginer les calculs, la méthode de calcul, les moyens de contrôle, les moyens de réalisation. Et tout ceci a pris beaucoup de temps, si bien que si l'idée date des années 50, début des années 50, les premiers brevets ont été pris en 53, mais les essais nécessaires permettant d'aboutir à une surface satisfaisante n'ont pu permettre la mise sur le marché qu'en 59. Donc il y a eu 10 ans d'études préalables pratiquement. Les verres progressifs Essilor, c'est très pratique quand on est presbyte. Ça a été donc le lancement de la première formule, le Varilux 1. Puis nous avons travaillé de façon très intense, très profonde, sur de nouvelles surfaces, beaucoup plus élaborées encore, mais qui n'étaient plus générables par les procédés classiques. Ça permet de voir instantanément à toutes les distances. Pour ce faire, nous avons été amenés à faire, à partir d'une méthode graphique protégée, une approche beaucoup plus précise sur la surface elle-même. Alors, voici par exemple une surface progressive. Chacune des facettes que vous voyez là correspond à une pénétration de meule qui est allée usiner jusqu'au point calculé. Et c'est l'ensemble de ces points qui a donné ces surfaces tout à fait nouvelles qui présentent les propriétés voulues, c'est-à-dire un certain rayon de courbure en vision de loin, un certain rayon de courbure plus petit en vision de près et une progression continue et suivant une loi bien déterminée. Et voilà, les progressifs Essilor,
gagnant à toutes les distances. À partir de cette période, est arrivé dans la société et des machines comptables à carte perforée. Et j'ai pu, avec la collaboration d'un ami, modifier les programmes comptables pour qu'ils soient une aide précieuse au calcul de ces 4000 points qu'il fallait réaliser sur la surface. Donc les premières surfaces n'ont pas été calculées par ordinateur, mais ont été calculées par les cartes perforées utilisées par la mécanographie comptable de l'époque. Alors, ces surfaces-là ont pu être matérialisées, étudiées. C'est mon père qui avait essayé les premières surfaces et qui m'avait encouragé, notamment lorsque nous étions dans une impasse et que je butais sur des difficultés techniques. Puis progressivement, le champ des expérimentations s'est élargi. Quelques collègues de la maison, puis ensuite quelques amis opticiens discrets ont pu vérifier que la formule pouvait être adoptée et qu'elle répondait effectivement au cahier des charges que nous nous étions donnés. Pour que la presbytie ne vous empêche pas de profiter pleinement de vos 40 ans. Alors, comme il était très difficile de réaliser ces 4000 points, la méthode a consisté à faire une matrice en métal, comme celle-ci, et la reproduire sur le verre par une machine à copier. Le verre est donc sorti en 72 sous le nom de Varilux 2 et le confort apporté par cette nouvelle formule étant tellement meilleur que la première, le verre a trouvé à ce moment-là un développement beaucoup plus important. Essilor a créé les nouveaux Varilux, les seuls verres pour tout voir très confortablement de 0 à l'infini. Nouveau Varilux d'Essilor. La France a donc été le premier pays. On suivit derrière les pays, je dirais, voisins de langue, les francophones, et puis l'Angleterre. L'Angleterre a été un des pays où le verre s'est répandu, probablement parce que l'équipe là-bas était elle aussi très bien motivée. On parle beaucoup de modélisation actuellement. On peut modéliser un verre, mais on ne peut pas modéliser la réaction physiologique de l'œil. Le seul moyen, c'est le test visuel, ce qui fait que ce qu'on a appelé la boucle dioptrique, c'est simple. On choisit par la modélisation une meilleure formule à partir d'une fonction de mérite. On dit il faut qu'il y ait un peu plus de puissance ici, un peu moins de déformation là, etc. Les machines actuelles, qui sont des machines très performantes, les ordinateurs, à partir des paramètres qui sont affichés, vous sortent une surface. A priori, c'est une bonne surface, mais seul le porteur pourra vous dire si elle est bonne et si elle est meilleure que la précédente. Ce qui fait que tous les calculs sont suivis de réalisation, on fabrique les verres et on les fait tester en double aveugle par des populations d'occupations différentes. Et ça n'est que le verdict des populations d'essais qui diront que là on a fait un progrès ou au contraire on a fait un pas en arrière. Et le choix entre les surfaces et les progrès successifs sont faits uniquement par des tests au porté. Quand je suis entré moi, à la société Essilor en 1948, après ses études aux arts et métiers et à l'Institut d'optique, j'y suis resté pratiquement jusqu'à ma retraite, ce qui fait que je ne connais qu'une société. En réalité, elle a changé de nom, puisqu'au départ, c'était la Société des Lunetiers, c'est devenu SL, puis c'est devenu Essilor, en différentes étapes. Et une des caractéristiques intéressantes de cette société est qu'elle est à caractère très participatif. Pour donner un détail, au départ, la société qui s'appelait SL appartenait entièrement à ses cadres. Et nous étions 300 à voter les destinées de la société. C'était à l'époque une société en commandite simple et en non collectif. Puis nous nous sommes transformés en société anonyme vers les années 60. Et puis la société s'est développée. Personnellement, j'ai eu à intervenir et à jouer dans cette société des rôles de nature différente. Au début, dans les 10 premières années, j'étais plutôt axé sur la recherche, puisque j'avais été engagé comme ingénieur de recherche. Et j'ai assuré la présidence de 80 à 91.
Alors nous avions en 80 déjà une position internationale, nous étions parmi les premiers, donc l'objectif était évident, il fallait continuer notre action et passer, c'était notre objectif, devenir le numéro 1 mondial. Si bien que la société s'est développée au plan du personnel, nous étions à peu près 5000 lors de la fusion et maintenant c'est un peu plus de 23 000 personnes. Tout d'abord, en ce qui concerne le développement de l'innovation elle-même, le fait d'avoir des équipes stables et motivées et très cohérentes a permis de réunir les compétences nécessaires pour développer l'innovation et pour la garder. Alors, le conseil que je peux donner à un jeune qui se préoccupe de son avenir ou qui envisage les différentes voies de son avenir, c'est tout d'abord de donner suite à ses aspirations. S'il a un sujet qui le passionne et qui l'intéresse, il faut qu'il poursuive dans ce domaine. C'est sans doute là où il aura les plus grandes satisfactions et c'est sans doute là où il pourra donner le meilleur de lui-même. L'autre aspect éventuellement, c'est s'il a l'opportunité d'acquérir une autre formation ou une formation complémentaire. Dans mon cas, bien entendu, la mécanique ajoutée à l'optique a permis d'envisager des problèmes et leur résolution, alors que si je n'avais eu qu'une formation, probablement je n'aurais pas abordé le problème de la même façon. En conclusion, quand je regarde en arrière, dans le rétroviseur, comme on dit souvent, sur ces 40 ou 50 années passées, je m'aperçois que j'ai eu quand même beaucoup de chance, à la fois d'avoir une formation solide, dont les arts et métiers est le pilier central, complétée par l'optique, c'est sûr, d'avoir pu développer une idée originale et d'avoir pu aller jusqu'au bout de la problématique dans un environnement de société sympathique et efficace, et finalement que tous ces efforts, les miens et ceux des équipes complémentaires, aient débouché sur un succès international qui fait que l'optique aujourd'hui, l'optique française est au premier rang, ce qui est quand même sympathique à souligner, parce que nous sommes quelquefois coiffés par des grandes puissances étrangères, et que finalement ceci repose sur sans doute le type particulier de formation que nous avons en France, qui consiste à former des ingénieurs, lesquels ingénieurs ne se contentent pas d'étudier ou d'accumuler des connaissances théoriques, mais garde notamment par les arts et métiers ce contact sur le concret qui fait qu'on établit facilement et durablement la passerelle entre la théorie et la pratique, ce qui est quand même une force intéressante de la formation française qu'il ne faudrait pas se voir diluer sous forme d'uniformité ou d'uniformisation avec les universités.